Je pense que le droit de l'environnement ne protège pas l'environnement à Maurice ou dans tout autre pays d'ailleurs, parce qu'il n'a pas été conçu pour protéger l'environnement. Le droit de l'environnement est avant tout un droit administratif, donc qui vient réguler les relations entre l'État, donc le ministère de l'Environnement, et les développeurs, les promoteurs, quand il s'agit de donner des permis de développement. C'est-à-dire qu'il est là pour dire « nous autorisons le développement, mais dans certaines limites ». Et ces limites ne visent pas forcément la protection de la nature, la protection de l'environnement, dans le sens où elle ne tient pas compte des écosystèmes, elle ne tient pas compte de la définition du droit de la nature, elle ne tient pas compte de ce qu'est le droit de l'homme à vivre dans un environnement sain. Sur le plan international, tous les pays ont commencé à peu près leur lutte, on va dire, sur les mêmes bases, c'est-à-dire sur la base d'un droit de l'environnement. En fait, le droit de l'environnement n'a pas servi à créer de nouveaux droits qui protègent mieux la nature, qui protègent mieux le climat, qui protègent mieux le droit des espèces vivantes ou le droit de l'homme à un environnement sain, mais ce sont en fait les failles de ce droit de l'environnement qui ont permis à la société civile de réagir, qui ont permis aux juges de réagir dans leurs décisions en se disant potentiellement leurs règles procédurales n'étaient pas adaptées à un procès environnemental. Jusqu'alors, on n'avait pas de droit de l'environnement abouti et donc les règles procédurales étaient beaucoup plus adaptées à des procès civils, pénaux, etc. Et c'est donc un activisme qui a permis à ce droit de l'environnement d'évoluer en droit de la nature, donc en des nouveaux droits, mais aussi de faire évoluer des droits existants, comme les droits rédigés et internationalisés par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, ou encore l'Organisation internationale du travail, ou encore sur le plan plus international par les Nations unies. Je pense que les freins rencontrés aujourd'hui à l'île Maurice sont les mêmes qui ont été rencontrés sur le plan international et qui sont ceux ayant permis de faire évoluer justement la conscience par rapport à la problématique climatique, à la problématique liée à la biodiversité et aussi à la problématique humaine, parce qu'il y a quand même une interdépendance entre nos vies et le maintien et le respect de la biodiversité, de la nature et de la lutte contre ce changement climatique. Donc le premier frein qu'on rencontre à l'île Maurice, c'est d'abord un frein politique, bien entendu. Quand bien même nous avons récemment eu l'adoption du Climate Change Act, nous avons aussi auparavant signé, donc ratifié, beaucoup de conventions internationales, de traités internationaux visant à améliorer notre protection de l'environnement, à nous doter d'outils, d'armes, à nous doter d'une structure nous permettant de mieux protéger la nature à l'île Maurice. Mais le problème, c'est que nous sommes un État dualiste. Un État dualiste signifie que la simple signature d'un traité international ne signifie pas à ce qu'il soit applicable à l'île Maurice. Il faut encore une deuxième étape, qui est l'adoption d'une loi, d'un Act of Parliament, qui vient dire, à compter de telle date, ce traité international sera applicable à l'île Maurice et sera opposable par n'importe quel citoyen mauricien à l'administration ou à toute personne lui posant un préjudice. Le deuxième problème est bien sûr intimement lié à la démocratie environnementale. Nous avons, sur le plan international, bien sûr, la Convention d'Aarhus qui a consacré cette notion même de démocratie environnementale en créant, bien sûr, le devoir d'information de la population, le devoir de participation de la population pour faire justement évoluer ce droit et bien sûr l'accès à la justice. Et à l'île Maurice, je pense que peu de personnes peuvent dire qu'ils reçoivent une information suffisante qui leur permet d'être conscients de l'impact du changement climatique, des atteintes à leur environnement et de l'importance en fait de cet impact sur leur vie et sur la vie de leurs enfants donc dans le futur. Et si on ne reçoit pas d'informations, il est assez difficile de vouloir participer et de participer avec le pouvoir public pour lui dire je veux que tu fasses évoluer le droit parce que le droit actuel que tu as consacré est
insuffisant à protéger cet environnement que je veux défendre. Donc le deuxième frein, qui est un frein social, le premier est politique, le deuxième est social. Pourquoi? Parce que dans beaucoup d'autres pays, on voit qu'il y a une meilleure conscientisation de cette population et donc une meilleure participation et beaucoup plus de militantisme. Mais quand je dis militantisme, c'est pas toi tu luttes contre les bouteilles en plastique, toi tu luttes contre autre chose. C'est qu'il y a un consensus entre les ONG sur les priorités pour lesquelles nous devons militer. Et à Maurice, nous n'avons pas trop de consensus de ce que je remarque, moi, entre les ONG, c'est-à-dire l'un veut être plus entendu que l'autre veut être un petit peu la star du développement, la star du truc. Et c'est dommage parce que le combat est le même, l'objectif suivi est le même. C'est cette problématique, je pense, qu'il faudrait résoudre sur le plan social. De parvenir à avoir un consensus sur le plan social et donc d'améliorer le militantisme des citoyens permettrait dans un premier temps d'apporter des affaires devant les tribunaux qui soient beaucoup mieux construites. Le droit, normalement, est évolutif. Le droit doit évoluer en fonction de la société, en fonction des besoins, en fonction souvent d'éléments dont nous ne disposions pas avant et dont nous disposons maintenant. Et en matière environnementale, c'est le cas. Les rapports du GIEC, les connaissances scientifiques ne font que s'améliorer et donc nous sommes de mieux en mieux informés sur les nécessités justement à faire évoluer nos législations pour mieux protéger. Nous avons des recommandations de l'IPBES qui est l'équivalent du GIEC, donc qui lui se charge de nous informer sur la situation du climat. L'IPBES nous informe de l'état de la biodiversité. Nous sommes informés aujourd'hui, nous disposons de cette information, mais notre droit, du moins mauricien, n'évolue pas alors que nous disposons de cette évolution. Ce que nous remarquons dans la création de nouveaux droits, à côté du droit de l'environnement ou même de l'évolution du droit de l'environnement dans les pays les plus avancés en matière de protection, c'est que l'activisme judiciaire est très poussé. Les juges ne se cantonnent pas à ce que le droit dit, à des interprétations stricto sensu, mais ils vont plus loin que le droit parce qu'ils comprennent que le droit est souvent assez vague, les dispositions d'une loi sont souvent assez vagues, de sorte à permettre aux juges de faire évoluer cette loi en fonction de l'évolution de la société. Pour que le juge ne puisse pas se transformer lui-même en législateur et donc en créateur de droit, à un certain moment, il appartient au Parlement, il appartient au gouvernement de se dire, voyons ce que les juges ont dit et comment ils ont fait évoluer notre droit, dans notre cas de l'environnement, et voyons comment est-ce que nous pouvons prendre leurs décisions et les intégrer dans le droit de l'environnement pour que ce droit corresponde à la réalité actuelle et aux besoins actuels. Et c'est ainsi qu'on a une construction justement du droit, une évolution de notre droit beaucoup plus adaptée à nos besoins et surtout à nos attentes légitimes. Donc la doctrine du legitimate expectation.